Bonjour. Alors nous allons étudier maintenant la question de la prise en compte d'un tiers facteur dans une enquête épidémiologique. Cet exposé s'intègre dans une série de cours sur les méthodes en épidémiologie et pour bien le comprendre, il est nécessaire d'avoir assimilé plusieurs prérequis. Tout d'abord, il faut avoir suivi le cours sur les schémas d'études épidémiologiques, les enquêtes transversales, les enquêtes de cohorte, les enquêtes cas témoins. Il faut savoir mesurer le degré d'association entre la survenue d'un événement et un déterminant. Il faut savoir comment mesurer un risque relatif ou un rapport de cote et enfin être capable d'interpréter ces mesures ainsi que leurs intervalles de confiance. Alors pourquoi l'expression un peu bizarre de tiers facteur dans le titre de cet exposé? Alors jusqu'à maintenant, dans les exemples d'enquête, nous avons utilisé un modèle simple avec lequel nous cherchons à mettre en évidence une relation, un lien, une association entre d'une part une exposition et d'autre part la survenue d'une maladie. Et maintenant nous allons en quelque sorte introduire un troisième terme dans ce modèle, qui va se combiner à la fois avec l'exposition et avec la maladie. Et c'est ce terme supplémentaire qu'on appelle tiers facteur, assez improprement d'ailleurs, car la maladie n'est pas un facteur, mais nous avons affaire maintenant à un trio de variables, l'exposition, la maladie et ce troisième facteur dont nous allons étudier les conséquences sur l'association entre exposition et maladie. Alors il existe deux types de tiers facteurs possibles et nous allons voir dans cette leçon comment identifier ce qu'on appelle un facteur de confusion et ce qu'on appelle un modificateur de l'effet. Et dans une seconde partie, nous verrons comment procéder pour analyser une enquête en stratifiant les données selon les modalités du tiers facteur. Alors voyons ce que c'est qu'un facteur de confusion. On va commencer par un exemple simple, l'investigation d'une épidémie de shigellose par une enquête cas témoin parmi les consommateurs d'un buffet campagnard. Alors parmi les aliments proposés à ce buffet, il y avait un gâteau et on regarde s'il existe un lien entre la consommation de ce gâteau et la maladie. Alors, sur le tableau de résultats, vous observez un odds ratio à 2,3, un intervalle de confiance excluant la valeur 1 et vous l'interprétez en affirmant que le risque d'être un cas est 2 fois plus élevé si on a consommé ce gâteau. Donc en conclusion, vous voilà prêt à incriminer cet aliment et à publier que la survenue de cette épidémie de shigellose était liée à la consommation du gâteau. Mais deux informations vont venir perturber votre enthousiasme. En effet, on apprend que l'analyse biologique n'a pas retrouvé de shigelle dans les prélèvements de gâteaux, mais qu'au contraire, on en a retrouvé dans un autre aliment du buffet, dans du coulis de framboise. Alors voilà donc une information qui est en pleine contradiction avec le résultat précédent. Alors qu'est-ce qui peut expliquer cette apparente incohérence? Alors, on peut soulever comme hypothèse que les mangeurs de ce gâteau, qui entre nous était un véritable étouffe chrétien, ont été tentés de l'arroser abondamment de coulis de framboise pour le faire passer, alors que les non-consommateurs de gâteaux avaient peu de raisons de manger du coulis de framboise seul. Auquel cas, ce ne serait pas le gâteau le vrai responsable, mais le coulis qu'on aurait étalé dessus. Et si on admet cette hypothèse, et si on continue à se focaliser sur l'étude du gâteau en tant que tel, on va être amené à se débarrasser de l'effet coulis de framboise. Et pour ce faire, on va tester à nouveau le rôle du gâteau en stratifiant l'analyse selon les modalités du tiers facteur. Alors pour le dire plus simplement, on va tester le rôle du gâteau dans la strate des personnes qui ont mangé du coulis et dans la strate de ceux qui n'en ont pas mangé. On découpe donc l'analyse initiale en deux sous-analyses. Donc, première strate, chez les mangeurs de coulis de framboise, on reconstruit un tableau de données et on constate cette fois-ci que le gâteau n'a aucun effet. L'odds ratio est quasiment égal à 1. Et dans la seconde strate, chez les non-mangeurs de coulis de framboise, on constate la même chose avec un odds ratio quasiment égal à 1. On observe donc que dans chacune de ces strates, la liaison gâteau-shigellose de l'analyse brute a disparu. Le gâteau n'apparaît plus comme un facteur de risque. Donc la consommation de coulis de framboise est ici un tiers facteur. Lorsqu'on n'avait pas tenu compte de ce facteur au début de l'analyse brute, nous avions eu l'illusion qu'il existait une association entre la survenue de shigellose et la consommation de gâteaux. Alors nous allons examiner un deuxième exemple. Il s'agit maintenant d'une épidémie de cryptosporidiose, une parasitose intestinale qui donne de la diarrhée, chez des personnes ayant participé à une fête villageoise. Alors, on suspecte l'eau de la fontaine du village et on réalise une enquête cas témoin pour tester cet éventuel facteur de risque.
Vous avez ici les résultats et vous observez que l'odds ratio est proche de 1 et que son intervalle de confiance englobe la valeur 1. Donc la conclusion de cette analyse ne vous permet pas d'incriminer l'eau de La Fontaine. Il n'y a pas de lien manifeste entre la survenue de la cryptosporidiose et la consommation de l'eau de cette fontaine. Mais là encore, on dispose de quelques informations supplémentaires qui vont venir jeter un trouble. En effet, on apprend que l'analyse biologique a retrouvé des cryptosporidies dans l'eau de La Fontaine. Deuxième élément, on a constaté que les villageois, qui sont habitués à leur fontaine, ont consommé beaucoup plus volontiers son eau que les invités extérieurs, des citadins plutôt méfiants, qui ont préféré ingurgiter d'autres breuvages. Et enfin, on sait que les sujets en contact répété avec les cryptosporidies développent dans leur tube digestif une immunité des anticorps IgA qui sont protecteurs. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Bien, on peut faire l'hypothèse que les consommateurs d'eau de La Fontaine seraient plutôt des sujets humains, donc des villageois, et que les non-consommateurs seraient plutôt des sujets non humains, c'est-à-dire des citadins susceptibles envers la cryptosporidiose. Donc si on admet cette hypothèse, on va donc introduire la notion de résidence comme tiers facteur, et il faudra à nouveau tester le rôle de La Fontaine en tenant compte de ce tiers facteur résidence. Donc il faudra stratifier l'analyse selon les modalités du tiers facteur, il faudra tester la consommation d'eau de La Fontaine dans la strate des villageois et dans la strate des citadins. En première strate, parmi les villageois, on reconstruit le tableau de l'enquête cas témoin en testant La Fontaine et on remarque un odds ratio qui passe à plus de 3. Alors certes, l'intervalle de confiance englobe la valeur 1, mais on observe néanmoins que cet odds ratio diffère fortement de l'odds ratio brut du tableau initial qui était proche de 1. Deuxième strate chez les citadins, on retrouve un odds ratio proche de 3. Cette fois-ci même, l'intervalle de confiance exclut la valeur 1. On peut ici affirmer que la consommation de l'eau de La Fontaine par les citadins multiplie presque par 3 le risque de cryptosporidiose. Donc en conclusion de cette analyse stratifiée, la survenue de la cryptosporidiose semble bien liée à l'eau de La Fontaine, ce qui colle avec les données de l'analyse biologique. Et seconde observation, vous notez que la force de l'association, c'est-à-dire la valeur de l'odds ratio, est quasiment identique dans les deux strates. En conclusion, on va dire que la résidence, qui elle-même est liée à l'état d'immunité, est un tiers facteur, et lorsqu'on n'avait pas tenu compte dans l'analyse initiale de ce tiers facteur, cela avait masqué l'association qui existait entre la survenue de cryptosporidiose et la consommation d'eau de La Fontaine. Alors vous voyez dans les deux exemples présentés que le tiers facteur qui n'avait pas été pris en compte a entraîné un biais qui a distordu, qui a faussé la mesure de l'association exposition-maladie. Dans le premier exemple, on avait l'illusion que le facteur étudié, le gâteau, était le facteur de risque, mais c'était faux. Et dans le second exemple, le facteur de risque, l'eau de La Fontaine, était masqué. Donc dans les deux cas, on appelle ce type de tiers facteur un facteur de confusion. Donc comme on vient de le dire, un facteur de confusion est un véritable biais qui vient s'ajouter à la liste des biais de sélection, biais d'information, biais de mauvaise classification qui affectent les enquêtes épidémiologiques. Alors, je vous renvoie à une vidéo sur ces biais. La confusion, elle, est un biais particulier car elle n'est pas due à des imperfections du protocole ou à des fautes des enquêteurs, elle est due à la structure même des données recueillies. C'est donc un biais qui est dangereux car on ne peut pas l'éviter, on peut simplement le contrôler et c'est pour cette raison qu'il faut absolument l'identifier pour pouvoir le prendre en compte. On va étudier maintenant les propriétés des facteurs de confusion en partant de notre schéma de base qui illustre l'association entre une exposition et une maladie. Alors s'il n'y a pas de facteur de confusion, eh bien on reste devant ce schéma simple. Alors, il existe deux propriétés fondamentales d'un facteur de confusion, il faut bien avoir en tête. Première propriété, un facteur de confusion est associé à la maladie indépendamment de l'exposition. Alors, associé à la maladie, cela peut vouloir dire facteur de risque, mais ça peut aussi être une association antagoniste comme un facteur protecteur. Deuxième propriété, un facteur de confusion est associé à l'exposition sans en être une conséquence. Alors, associé à l'exposition, voilà la partie gauche de notre schéma. Alors, la seconde partie de la propriété, sans en être une conséquence, nécessite une petite explication. En fait, cela veut dire que le facteur est associé à l'exposition, mais n'est pas pour autant une étape intermédiaire de la chaîne causale exposition-maladie. Alors, on va illustrer ça par un petit exemple. Imaginons qu'on veuille relier la prise d'alcool au risque d'accident de la route.
Dans le questionnaire, on a une première variable caractérisant la prise d'alcool, mais il y a aussi une autre variable caractérisant l'état d'ébriété. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que l'état d'ébriété est un facteur de confusion dans l'étude de l'association prise d'alcool accident de la route? Alors, la première propriété est vérifiée, l'ébriété est liée au risque d'accident, on ne va pas s'étendre là-dessus. Pour la seconde propriété, il y a bien un lien entre la prise d'alcool et l'état d'ébriété, mais il se trouve ici que l'ébriété est une conséquence de la prise d'alcool. Il ne s'agit pas d'un simple lien statistique. Donc l'état d'ébriété ne répond pas complètement à la seconde propriété d'un facteur de confusion. En fait, le schéma qu'on aurait dû dessiner aurait dû être celui-ci. L'ébriété, comme vous le voyez, est sur la chaîne causale qui va de la prise d'alcool jusqu'à l'accident. Donc ce n'est pas un facteur de confusion. Un facteur de confusion doit être lié à l'exposition, mais ne doit pas être une étape de la chaîne causale. Alors pour les plus savants d'entre vous, j'anticipe en disant que les deux variables alcool et ébriété sont colinéaires et empêcheront un modèle d'analyse multivariée de converger. Un facteur de confusion, de par sa liaison avec la maladie et de par sa liaison avec l'exposition, entraîne une distorsion de la flèche de mon petit schéma initial qui représentait le lien entre l'exposition et la maladie. Et cette torsion de la flèche que je vous représente ici illustre le biais de confusion dans l'étude de cette relation exposition-maladie. Alors on peut maintenant comprendre aisément la définition d'un facteur de confusion. Un facteur de confusion est un tiers facteur qui déforme la mesure de l'association entre une exposition et la survenue d'une maladie ou de façon plus générale entre un déterminant et la survenue d'un événement. Alors voyons maintenant si les tiers facteurs des deux exemples précédents possèdent les deux propriétés énoncées. Dans le premier exemple, le coulis de framboise est-il associé à l'exposition, c'est-à-dire à la consommation de gâteaux? Alors, cette association vous avait été suggérée, mais on peut aussi vérifier avec les données dont on dispose. Il suffit de faire un tableau croisé avec ces deux variables et on voit immédiatement que la fréquence de consommation du coulis, qui est de 50% chez les mangeurs de gâteaux, est significativement plus élevée que chez ceux qui l'ont dédaigné. Par ailleurs, la consommation de coulis n'est pas une conséquence de la consommation de gâteaux, on peut très bien manger l'un sans l'autre, même si ça passe mal. Alors la deuxième propriété, est-ce que le coulis de framboise est associé à la shigellose? Eh bien oui, à l'évidence, je vous rappelle qu'on avait retrouvé des shigelles dans le coulis de framboise. En deuxième exemple, le lieu de résidence est-il associé à l'exposition, c'est-à-dire à la consommation d'eau de la fontaine? Alors on vous l'avait suggéré en disant que les villageois étaient plus à même de consommer cette eau que les citadins. Mais là encore, on peut le vérifier avec les données en croisant le lieu de résidence et la consommation d'eau de la fontaine. Et on voit que les villageois en ont consommé de façon plus fréquente que les citadins, de façon significative. Par ailleurs, le lieu de résidence n'est pas une conséquence de la consommation d'eau de la fontaine. Deuxième propriété, le lieu de résidence est-il lié à la maladie? Eh bien, cela faisait partie de nos hypothèses. On a dit que les villageois étaient a priori plus immuns que les citadins, donc avaient moins de risques de développer la cryptosporidiose. Alors en toute rigueur, il faudrait vérifier cela en mesurant l'immunité des sujets et en remplaçant la variable résidence par la variable statut immunitaire. Enfin, on peut dire que l'état d'immunité est indépendant de l'exposition le jour de la fête villageoise. Il faudrait en effet une longue période pour que cette immunité s'installe. Donc en conclusion, le lieu de résidence répond bien aux propriétés d'un facteur de confusion. Comme on l'a entrevu dans les deux exemples, les conséquences d'un facteur de confusion peuvent aller dans tous les sens. Tout d'abord, un facteur de confusion peut vous entraîner à signifier une association qui n'existe pas. C'est l'exemple numéro 1 où nous avions incriminé à tort ce malheureux gâteau. Deuxièmement, un facteur de confusion peut, et là c'est moins grave, surestimer une association réellement existante. Et là c'est simplement l'odds ratio qui est plus élevé qu'il ne devrait l'être. Troisièmement, un facteur de confusion peut sous-estimer une association existante, l'odds ratio étant plus bas qu'il ne devrait. Quatrièmement, un facteur de confusion peut masquer complètement une association réelle. C'est l'exemple de l'eau de la fontaine lors de l'analyse brute. Et enfin, et c'est le plus grave, un facteur de confusion peut aller jusqu'à inverser complètement le sens de l'association, par exemple, affirmer comme facteur protecteur un facteur de risque, et inversement. Alors l'intensité du biais de confusion dépend de la force de l'association du facteur de confusion avec la maladie, mais aussi de la force de l'association avec l'exposition. Plus la force de l'association est élevée dans les deux branches de notre schéma,
plus la flèche de notre lien exposition-maladie sera tordue, plus le biais de confusion sera intense. Alors, si on ne peut pas l'éviter, comment peut-on contrôler un facteur de confusion? Alors tout d'abord, si au moment du protocole on suspecte une variable d'être un facteur de confusion, on peut appliquer une première méthode qui consiste à restreindre l'étude à l'une des modalités du facteur de confusion. Ainsi, dans l'exemple de l'eau de La Fontaine, on aurait pu décider d'effectuer l'étude uniquement chez les visiteurs extérieurs à ce village, les fameux citadins. Une autre méthode, toujours en début de protocole, consiste à apparier les groupes de comparaison selon les modalités du facteur de confusion. Et je vous renvoie à une vidéo spécifique sur l'appariement dans les enquêtes cas témoins. Si on prend l'exemple de notre étude cas témoin cryptosporidiose, eh bien on aurait pu pour chaque cas citadin choisir un témoin citadin et pour chaque cas villageois choisir un témoin villageois. Ainsi on aurait gommé complètement l'effet du tiers facteur lieu de résidence. Mais encore faut-il suspecter l'existence de ce facteur de confusion avant le début de l'étude. Alors lorsque les dés sont jetés, que l'enquête est terminée, il reste encore un moyen au moment de l'analyse qui consiste à la stratifier sur les modalités du facteur de confusion. C'est ce que nous avons fait dans les deux exemples précédents. Alors l'intérêt d'une analyse stratifiée, c'est aussi d'aboutir à produire une juste valeur de la mesure de l'association. On va donc calculer un nouvel indicateur global en tenant compte du facteur de confusion. Alors voici comment on calcule, toujours dans un exemple d'une enquête cas témoin, un odds ratio global en tenant compte des strates. Cet odds ratio global, on l'appelle odds ratio ajusté de Mantel-Haenszel. Alors ici j'ai pris un exemple théorique avec 3 strates. Le nombre de strates en fait est libre, la seule limite étant qu'il doit toujours exister des effectifs dans chacune des cases. Et bien évidemment, plus les strates sont nombreuses et plus les effectifs se réduisent. Et voici la formule de l'odds ratio ajusté de Mantel-Haenszel, formule plutôt fastidieuse à exécuter, mais qui n'est pas si compliquée. Au numérateur, on calcule pour chaque tableau le produit des cases A par les cases D, qu'on va diviser par le total des 4 cases. Et on additionne ces résultats. Ici, on additionnerait 3 résultats. Et au dénominateur, on calcule de façon similaire pour chaque tableau le produit des cases B par les cases C, divisé par le total du tableau. Et on additionne les résultats. Et l'odds ratio ajusté, c'est tout simplement le rapport de ces deux sommes. Alors nous allons reprendre les données de l'exemple de La Fontaine et nous allons appliquer la formule. Alors, voilà tous les chiffres réarrangés selon la formule qu'on vient de voir. Et si on ne se trompe pas dans nos calculs, on aboutit à un odds ratio ajusté de Mantel-Haenszel de 2,9. Alors je vous rappelle que l'odds ratio brut initial était de 1,1 et que les odds ratios des strates étaient respectivement de 3,2 et 2,8. Donc vous constatez que l'odds ratio ajusté de Mantel-Haenszel est tout simplement une moyenne pondérée selon les effectifs des strates, une moyenne des deux odds ratios spécifiques à chacune de ces strates. Alors, il est fastidieux de faire ces calculs à la main et on aimerait bien aussi avoir les intervalles de confiance. Alors, bien entendu, on utilise des logiciels. Voici la commande avec stata, dont la syntaxe est extrêmement simple. Ici, on a donné le nom de statut pour coder la variable K ou témoin, le nom fontaine pour la variable d'exposition et le nom de résidence pour coder la variable d'ajustement, c'est-à-dire le tiers facteur. Donc on écrit la commande MHODDS en minuscule, suivi dans l'ordre de la variable statut, puis la variable d'exposition et en troisième la variable d'ajustement. On lance le calcul et on obtient l'écran suivant avec à gauche l'odds ratio ajusté de Mantel-Haenszel et à droite son intervalle de confiance. Avec le logiciel R, gratuit, la commande s'écrit mantel-an.test. Si on dispose d'un fichier Excel ou CSV, on l'importe dans R et on lance la commande en respectant la syntaxe nom du fichier Excel, $nom de la variable, avec dans l'ordre statut, exposition, tiers facteur. Et on obtient de la même façon qu'avec stata l'odds ratio stratifié de Mantel-Haenszel et son intervalle de confiance, dont les bornes sont légèrement différentes de celui de stata car les procédures de calcul ne sont pas exactement les mêmes. Alors, si on utilise les données agrégées des deux tableaux, la commande R se rédige ainsi, et ce qui donne le panneau de résultats en bas identique au précédent. Alors pour résumer tout cela, voici les résultats complets de l'analyse. D'abord l'analyse brute, puis l'analyse stratifiée, et bien évidemment, on retiendra l'odds ratio global ajusté de Mantel-Haenszel, et on peut donc conclure en affirmant une association significative entre la consommation d'eau de La Fontaine et la cryptosporidiose.
indépendamment de la résidence, c'est-à-dire de l'immunité des patients, la consommation de l'eau de cette fontaine multiplie le risque de cryptosporidiose d'un facteur 2,9. Voici en résumé donc les trois moyens de contrôler un facteur de confusion: la restriction, l'appariement et la stratification. En deuxième type de tiers facteur, le modificateur de l'effet. Voyons un troisième exemple. Il s'agit encore d'une étude cas témoin, visant cette fois-ci à étudier s'il existe un lien entre la survenue d'une toxidermie, une grave réaction cutanée, et la prise d'un médicament que j'ai appelé A, pour ne pas dire que c'est de la doxycycline. Alors, en examinant ce tableau de façon brute, on pourrait conclure qu'il y a une association significative avec un risque 2,4 fois plus élevé de présenter une toxidermie après la prise du médicament. Mais vous êtes devenu méfiant et vous vous demandez s'il n'y aurait pas un tiers facteur à intégrer dans l'analyse. Et effectivement, comme il s'agit d'une cycline et qu'on sait qu'il est déconseillé de s'exposer au soleil lors d'une cure, vous vous demandez s'il n'y aurait pas un rôle de l'exposition au soleil comme tiers facteur. Et donc on va stratifier les individus selon leur exposition ou non au soleil. Première strate, parmi les sujets exposés au soleil, on constate qu'il y a toujours un lien significatif entre la prise de médicaments et la toxidermie. Et qu'en outre, la force de l'association est encore plus grande que dans le tableau précédent puisqu'on est passé à 3,5 alors que l'odds ratio global était à 2,4. Deuxième strate, parmi les sujets n'ayant pas été exposés au soleil, là on constate qu'il n'y a plus d'association, l'odds ratio est 1,1, l'intervalle de confiance englobe 1. Dans cette strate, on ne peut pas affirmer que le médicament A est un facteur de toxidermie chez les sujets non exposés au soleil. Donc la conclusion de cette étude, après avoir tenu compte du tiers facteur, c'est de dire que la survenue de toxidermie semble bien liée à la prise du médicament, mais seulement chez les sujets exposés au soleil, alors qu'il n'y a pas de danger dû à ce médicament chez les sujets qui ne sont pas exposés au soleil. Donc on constate dans cet exemple que la liaison toxidermie-médicament A varie selon l'exposition au soleil. Dans cette situation, la relation facteur de risque maladie est modifiée selon les modalités du tiers facteur. On dit que ce tiers facteur, le soleil en l'occurrence, est un modificateur de l'effet dû au médicament A. Donc un tiers facteur est appelé modificateur de l'effet lorsque la force de l'association est différente d'une modalité à l'autre. Alors, cette modification d'effet, ce n'est pas un biais. Mais au contraire, cela apporte une information utile qui enrichit l'analyse brute qu'on avait fait initialement. Alors, ce tiers facteur, modificateur de l'effet, on l'appelle aussi interaction. Alors, si on veut comparer les deux types de tiers facteurs, facteur de confusion et modificateur de l'effet, on va dire que le facteur de confusion, c'est un biais, l'odds ratio brut est faux. Néanmoins, une analyse globale est possible à condition de réaliser une analyse stratifiée sur ce facteur de confusion et de calculer un odds ratio global ajusté. A l'inverse, un modificateur de l'effet, ce n'est pas un biais. L'odds ratio brut moyen ne signifie rien, l'analyse globale d'un odds ratio moyen n'aurait aucun sens. Les résultats doivent être regardés et analysés distinctement strate par strate. Un modificateur de l'effet mesure l'interaction entre deux variables. Alors nous allons voir maintenant comment organiser l'analyse. Alors quelle stratégie doit-on suivre pour prendre en compte un tiers facteur? Alors tout d'abord, on réalise une analyse brute qui va nous donner un odds ratio brut. Alors je prends toujours ici l'exemple d'une enquête cas témoin, mais le raisonnement serait exactement le même pour une enquête de cohorte. On remplacerait l'odds ratio par le risque relatif. Et dans un second temps, on va réaliser une analyse stratifiée selon les modalités du tiers facteur suspecté, et on obtient donc des odds ratios spécifiques dans chaque strate. Ensuite, on repère la position de l'odds ratio brut par rapport aux valeurs des odds ratios spécifiques. Soit l'odds ratio brut est à l'intérieur, soit l'odds ratio brut est à l'extérieur. Et enfin, on va comparer les odds ratios spécifiques entre eux par un test statistique, qui est le plus souvent le test de Wolf. Et je vous rassure en disant que ce sont les logiciels qui vont faire cela. Alors plusieurs situations peuvent s'observer. Première situation, l'odds ratio brut est à l'intérieur des valeurs des odds ratios spécifiques et les odds ratios spécifiques sont significativement différents par le test de Wolf. Donc dans cette situation, nous sommes typiquement en présence d'un modificateur de l'effet, on ne calcule pas d'odds ratio ajusté de Mantel-Haenszel, on arrête là l'analyse et on interprète les résultats strate par strate. Deuxième situation, l'odds ratio brut est à l'extérieur des valeurs des odds ratios spécifiques,
Et deuxièmement, les odds ratios spécifiques ne diffèrent pas significativement entre eux. On peut donc calculer l'odds ratio ajusté de Mantel & Sell. Ensuite, on va regarder si l'odds ratio brut est différent de l'odds ratio ajusté. Alors là, il n'existe pas de test approprié, on considère qu'une différence de plus de 15 à 20% est suffisante. Et on va regarder aussi évidemment si le tiers facteur répond bien à la définition et aux propriétés d'un facteur de confusion. Et si c'est le cas, on peut affirmer qu'on est en présence d'un facteur de confusion, l'odds ratio brut est faux, et on présente l'odds ratio ajusté. Autre situation possible, les odds ratios spécifiques ne diffèrent pas entre eux, l'odds ratio brut est à l'intérieur des odds ratios spécifiques, et l'odds ratio brut n'est pas différent de l'odds ratio ajusté. Donc dans ce cas, nous sommes dans la situation où le tiers facteur ne joue aucun rôle, et donc on se contentera d'analyser les résultats de l'analyse brute. Alors pour résumer ces stratégies, je vous propose le petit diagramme suivant. Alors il y a deux cas de figure, soit l'odds ratio brut est à l'intérieur, soit à l'extérieur des valeurs des odds ratio des strates. Alors si l'odds ratio brut est à l'intérieur, et si le test de Wolfe est significatif, alors nous avons affaire à un modificateur de l'effet, et on doit examiner chaque strate. Soit l'odds ratio brut est toujours à l'intérieur, mais le test de Wolfe n'est pas significatif. Bon, dans ce cas, on n'a pas mis en évidence de modificateur de l'effet, et donc on se contentera de l'analyse brute. Deuxième situation, odds ratio brut à l'extérieur, donc on va calculer l'odds ratio ajusté de Mantel & Sell. Si l'odds ratio ajusté de Mantel & Sell ne diffère pas de l'odds ratio brut, et si le test de Wolfe n'est pas significatif, alors il n'y a pas de facteur de confusion, l'analyse brute va suffire. Si l'odds ratio de Mantel & Sell et l'odds ratio brut diffèrent de plus de 15-20%, et si le test de Wolfe n'est pas significatif, alors on est en présence typiquement d'un facteur de confusion, et c'est l'analyse stratifiée qui doit être présentée avec l'utilisation de l'odds ratio de Mantel & Sell. Et enfin, dernier cas de figure, les odds ratios ajustés et bruts sont différents, mais le test de Wolfe est significatif, ce qui veut dire que les valeurs des odds ratios de chaque strate sont significativement différents. On se retrouve donc dans une situation complexe où le tiers facteur est à la fois facteur de confusion et modificateur de l'effet. Et dans ce cas, c'est la modification de l'effet qui prime pour la présentation et il faut analyser les résultats strate par strate. Alors on va appliquer cette stratégie dans nos trois exemples. Dans l'épidémie de Shigellose, on remarque que les deux odds ratios spécifiques sont semblables. On n'a pas vraiment besoin du test de Wolfe pour voir que c'est non significatif. Deuxièmement, l'odds ratio brut à 2,3 est à l'extérieur des deux valeurs des deux strates. Donc on calcule l'odds ratio de Mantel & Sell, 1,027, et vous constatez que c'est bien la moyenne des deux odds ratios spécifiques. Et ensuite, on remarque que l'odds ratio de Mantel & Sell diffère de plus de 20% de l'odds ratio brut. Nous avons là toutes les propriétés d'un facteur de confusion et on peut donc conclure à l'absence de liaison entre la consommation du gâteau et la shigellose. Exemple numéro 2, la cryptosporidiose. Les deux odds ratios spécifiques sont semblables, le test de Wolfe n'est pas significatif, l'odds ratio brut est à l'extérieur des odds ratios de chaque strate. L'odds ratio de Mantel & Sell qu'on a calculé de 2,9 est la moyenne des deux odds ratios de chaque strate. Donc cet odds ratio de Mantel & Sell diffère de plus de 20% de l'odds ratio brut. Nous sommes bien en présence d'un facteur de confusion et l'odds ratio de Mantel & Sell, qui est l'odds ratio juste, montre une liaison significative. Il y a presque 3 fois plus de risque de contracter la cryptosporidiose si on a consommé l'eau de la fontaine. Troisième exemple, toxidermie et médicaments. On constate que les deux odds ratios spécifiques 3,5 et 1,1 diffèrent de façon significative. Par ailleurs, l'odds ratio brut est compris entre ces deux valeurs. Donc nous sommes en présence typiquement d'un modificateur de l'effet. On ne va pas plus loin et on regarde les résultats strate par strate. La conclusion de cela étant de dire que le médicament est responsable de toxidermie seulement lorsque le patient s'expose au soleil. Et dans ce cas-là, le risque de toxidermie est multiplié par 3,5. Lorsqu'il n'y a pas d'exposition au soleil, le médicament apparemment ne provoque pas de toxidermie. Alors nous voici à la fin de l'exposé. La stratégie d'analyse pour prendre en compte un tiers facteur est synthétisée ici. 1. On réalise une analyse brute. 2. On stratifie les données en fonction du tiers facteur. 3. On recherche s'il existe un éventuel modificateur d'effet. Et si oui, on arrête là l'analyse et on examine les données strate par strate. Sinon, et seulement sinon, on recherche un facteur de confusion et on réalise des mesures ajustées.
Alors pour des raisons pédagogiques, j'ai commencé cet exposé par des exemples de facteurs de confusion, mais en pratique, vous voyez qu'on fait l'inverse. On commence par regarder la modification des faits et seulement ensuite la confusion. Car s'il y a des interactions, alors il faut s'arrêter là et ne pas réaliser d'analyse globale stratifiée qui n'aurait pas de sens. Et pour terminer, si vous êtes dans la plus totale confusion, prenez conscience que nous n'avons examiné qu'un seul tiers facteur. Pensez à ce qui va se passer lorsque vous devrez analyser plusieurs tiers facteurs. Lorsqu'on fait une enquête, on recueille plusieurs dizaines de variables, lorsqu'il ne s'agit pas de centaines de variables qui sont potentiellement des facteurs de confusion les unes pour les autres. Donc, si vous êtes passionné par tout cela, je vous donne rendez-vous dans un cours d'initiation à l'analyse multivariée intitulé Régression logistique. À bientôt.